Alors, ma question est simple, c'est qu'est-ce qu'une famille? Et aussitôt, on peut s'étonner que nous soyons ici ensemble à poser cette question. Et certains ne manqueront pas de croire que notre démarche ne pourra que conduire soit au ressassement de choses banales, soit à la complication de choses simples. Nous n'aurions pas d'autre alternative avec une telle question que d'enfoncer des portes ouvertes ou de couper les cheveux en quatre. En même temps, on le devine, les premières évidences sont cachées dans leur lumière. Ce n'est pas seulement comme le nez au milieu de la figure, trop proche pour être vu, ni comme le paysage 100 fois retraversé, tellement connu qu'il s'efface. C'est surtout comme une source qui éclaire et fonde les autres choses, mais qui ne peut pas être elle-même fondée et éclairée. Nous provenons tous d'une famille, nous commençons tous avec un nom de famille, nous avons tous eu une certaine famille pour berceau. La famille est un fondement, et si elle est fondement, on ne saurait fonder la famille. Si elle se situe au principe de nos vies concrètes, il devient impossible de la justifier ou de l'expliquer parce qu'il faudrait recourir à un principe antérieur. Et la famille ne serait plus qu'une réalité secondaire et dérivée, et non pas une matrice. Les théoriciens qui voudraient que la première communauté humaine fût issue d'un contrat passé entre des individus asexués et solitaires, ces théoriciens déclarent eux-mêmes qu'il s'agit là d'une fiction, la fiction du contrat, d'une hypothèse de travail et non d'une réalité. Il n'y a pas, au niveau humain, de principe antérieur à la famille. On ne peut donc pas l'expliquer ni la justifier, on peut seulement expliciter sa présence qui nous devance toujours. Et c'est pourquoi ceux qui attaquent la famille dans son évidence sont si difficiles à contester. Expliquer que l'homme descend du singe est plus facile que d'expliquer qu'un enfant descend d'un homme et d'une femme. Parce que dans le premier cas, la thèse réclame effectivement des explications, et même des explications nombreuses, alors que dans le second, il n'y a rien à expliquer. Il ne s'agit même pas d'une thèse, mais d'un donné absolument initial, comme l'existence du monde extérieur. Or, comment prouver que le monde extérieur existe? Comment montrer à quelqu'un que le soleil est clair? Et pourtant, le soleil manifeste les couleurs et par là se manifeste. La famille dont nous avons à parler manifeste et se manifeste. On a beau contester, cela se manifeste. Et cela ne se manifeste pas que dans la rue, cela se manifeste en nous, dans nos culottes, si j'ose dire. Qu'on le veuille ou non, cela se manifeste aussi bien à l'église que dans une soirée LGBT. Cela se manifeste par la barbe d'un capucin aussi bien que par la poitrine d'une fémène. Pour que cela ne se manifeste plus, il faudrait être un ange. Nous assistons ainsi, de la part de ceux-mêmes qui ont prétendu refouler la famille, à un retour du refoulé familial. Ceux-là même qui dénonçaient la famille comme l'institution répressive et oppressive de base, ceux-là veulent à présent fonder des familles et faire de l'enfant le produit d'une manipulation génétique. Puisque l'égalité réclame que 2 femmes ou 2 hommes puissent également avoir des enfants avec leurs propres gamètes. Ce qui est allé bien au-delà de l'oppression ou de la répression, puisque c'est courir vers une fabrication pure et simple et faire despotiquement de l'enfant l'objet d'un planning, la réalisation d'un fantasme et plus encore le cobaye d'un laboratoire. Cette contradiction prouve qu'on ne peut déconstruire le naturel, mais seulement construire à côté son simulacre, comme on ne fabrique une intelligence artificielle que d'après le peu que l'on a compris de l'intelligence humaine. Qu'est-ce donc qu'une famille? J'en arrive à la réponse à cette question.
Les gens les mieux intentionnés à son égard insistent sur certains éléments de définition. J'en retiendrai 3. Premièrement, la famille est le lieu du premier amour. Il est fondamental que les parents s'aiment et que l'enfant soit aimé, sans quoi la famille ne peut que se dessécher ou se décomposer. Deuxièmement, la famille est le lieu de la première éducation. L'enfant y naît à partir d'un projet parental responsable et l'on songe à son futur, à son éducation, à sa qualification avec la plus grande compétence possible. Troisièmement, la famille humaine est aussi un lieu de respect des libertés. Les parents s'y sont unis par un contrat et, à travers leur mission éducative, ils contribuent non à renforcer la dépendance, mais à promouvoir l'autonomie de l'enfant. Nous insistons souvent sur ces caractéristiques: amour, éducation, liberté, parce que nous songeons au bien de l'enfant. Mais ce faisant, nous manquons l'essence de la famille. Et alors même que nous pensons la défendre, nous fourbissons les armes qui permettront de l'attaquer. À trop se préoccuper du bien de l'enfant, on risque d'oublier l'être de l'enfant. À trop s'attarder sur les devoirs des parents, on oublie l'être du père et de la mère. Les éléments que nous venons de proposer, amour, éducation, liberté, disent tout sauf l'essentiel, à savoir que les parents sont les parents et que l'enfant est leur enfant. Et voilà la conséquence fatale. En prétendant fonder la famille parfaite sur l'amour, l'éducation et la liberté, se confondent en vérité, ce n'est pas la perfection de la famille, mais l'excellence de l'orphelinat. Cela ne fait aucun doute, dans un excellent orphelinat, on aime les enfants, on les éduque, on respecte leur personne. On y est même en quelque sorte dans la plénitude du projet parental, puisque prendre soin des enfants est le projet constitutif d'une telle entreprise. Par voie de conséquence, ne considérer la famille qu'à partir de l'amour, de l'éducation et de la liberté, la fonder seulement sur le bien de l'enfant en tant qu'individu et non en tant qu'enfant, et sur les devoirs des parents en tant qu'éducateurs et non en tant que parents, c'est proposer une famille déjà défamilialisée. Car on pourra toujours vous dire qu'un père et une mère peuvent être moins aimants, moins compétents et moins respectueux que 2 hommes ou 2 femmes, et certainement moins efficaces que toute une organisation composée des meilleurs spécialistes. Cette organisation d'individus compétents pourra passer pour la meilleure des familles, et la meilleure des familles s'identifiera au meilleur des orphelinats. Pourquoi manquons-nous si facilement l'essence de la famille? Parce que le principe de la famille est trop élémentaire, trop humble, trop animal encore en apparence, et donc honteux, comme on parle des parties honteuses, vous m'avez compris. Le principe de la famille est dans le sexe. Même quand il s'agit d'une famille adoptive, même quand il s'agit d'une famille spirituelle où le père est un père abbé et les frères sont des moines, les pures et hautes dénominations qu'on emploie viennent d'abord de la sexualité. Les noms du Père et du Fils s'énoncent à partir de ce fondement sensible qui est notre fécondité charnelle. C'est parce qu'un homme a connu une femme et que leur étreinte par surabondance et que de leur étreinte par surabondance ont jailli des enfants qu'il y a ces noms de famille, ces noms de père, de mère, de fils, de fille, de sœur et de frère. Le mot qui achève la devise républicaine, fraternité, procède lui-même du sexe et de la famille naturelle. Quant aux fameuses théories du genre, qui croient pouvoir affirmer que la masculinité et la féminité ne sont que des constructions sociales, elles s'appuient elles aussi sur la différence des sexes, sans lesquelles l'idée même du masculin et du féminin ne nous viendrait pas à l'esprit. La famille est donc d'abord le lieu où s'articule la différence des sexes et la différence des générations, ainsi que la différence de ces 2 différences. La différence des sexes, à partir de la fécondité propre à leur union, engendre la différence des générations.
Et cette différence des générations n'a rien d'analogue avec la différence des sexes. L'interdit fondamental de l'inceste nous le signale, mais aussi le fait que lorsque l'homme s'unit à sa femme, concrètement, il ne cherche pas d'abord à avoir un enfant, il cherche d'abord à s'unir à sa femme. Et l'enfant advient comme un surcroît. La famille noue ainsi 5 types de liens: conjugal, de l'homme et de la femme; filial, des parents aux enfants; fraternel, des parents entre eux, à quoi s'ajoutent 2 autres que l'on oublie souvent et qui sont pourtant décisifs pour l'inscription historique et déjà politique de la famille. D'abord, le lien des grands-parents aux petits-enfants, qui permet de tempérer l'influence des parents et d'ouvrir le temps de la famille à celui d'une tradition. Et il y a encore un 5e type de lien que tend à occulter l'idéal du couple, mais que ne manque pas de rappeler la belle-mère. Je veux parler du lien avec la belle famille, ce que l'on pourrait appeler la théorie du gendre. Avec lui, l'alliance conjugale se double d'une alliance, pour ainsi dire, tribale et ouvre l'espace de la famille à celui de la société. Or, la particularité de ces liens familiaux, c'est qu'ils ne se fondent pas d'abord sur une décision, mais sur un désir, et même un désir naturel. Ils ne viennent pas d'abord d'une convention, mais d'un élan naturel. Bien sûr, le désir doit y être assumé dans la décision, ou plutôt le consentement. Et la nature s'y déploie à travers des aspects conventionnels ou culturels. Mais il y va d'abord de quelque chose qui nous traverse, une donation qui vient de l'autre et va à l'autre, et donc qui dépasse nos calculs. Cela nous emporte plus loin que nous-mêmes, plus loin que nos projets individuels, car qui peut former le projet d'avoir une belle-mère? Enfin, cela nous ouvre à l'autre sexe et à l'autre génération, parce que cela nous intéresse à un temps qui n'est déjà plus le nôtre. Disons-le simplement, aucun calcul ne peut avoir pour résultat une naissance. Personne ne peut se dire honnêtement « ça y est, je suis prêt, je suis assez mûr, assez compétent pour avoir un enfant, je suis parfaitement comment il faut s'y prendre pour en faire un homme accompli, j'ai le droit souverain de le faire venir au monde et d'être son maître. » Comment donc pourrions-nous avoir le droit d'élever un enfant quand nous sommes nous-mêmes si bas, quand nous ne comprenons pas le mystère de la vie? Il ne s'agit donc pas d'un droit, mais d'un fait. L'enfant advient selon un don de la nature, et de ce don, nous ne sommes jamais vraiment dignes. Il est le surcroît d'un amour sexuel et non le résultat d'une visée directe. Car aucune assurance humaine, technique ou morale, ne peut légitimement être à l'origine de sa venue. Si sa présence relevait de notre compétence, alors nous le dominerions absolument. L'enfant serait un rouage dans un dispositif, une étape dans un projet, et non l'événement de la vie qui commence et nous dépasse toujours. Lorsqu'un enfant lance à ses parents « je n'ai pas choisi de naître », les parents peuvent toujours lui retourner la politesse. Nous non plus. Nous n'avons pas choisi, cela nous a été donné et nous essayons de changer notre surprise en gratitude. Nous pouvons à présent reprendre les 3 éléments dont nous avons parlé plus haut, l'amour, l'éducation et la liberté, et voir comment ils se spécifient au sein de la famille, à partir de cette donation qui nous dépasse. Première spécificité, l'amour familial est essentiellement un amour sans préférence. Un amour sans préférence. Il ne relève pas du choix ni de la comparaison. Cela vaut spécialement pour la relation entre les parents et les enfants, même si, après un certain temps, cela vaut aussi pour les parents entre eux, l'épouse n'étant plus exactement celle à laquelle on a consenti lors de ses épousailles, bien sûr. L'amour des parents et des enfants
est fondée sur la filiation elle-même et non sur des affinités électives. On le sent très bien lorsque le père est un lecteur de tite-livres, tandis que le fils se consacre aux jeux vidéo. Jamais il n'aurait songé à se trouver dans le même salon. Jamais ils n'auraient formé ensemble un club. Mais la famille est le contraire d'un club électif ou sélectif. Les liens du sang y brisent les chaînes du parti tout autant que les chaînettes du caprice. L'enfant est toujours tel que les parents ne l'auraient pas voulu, mais aussi tel qu'ils l'aiment et donc qu'ils consentent inconditionnellement à l'accueillir. Les parents sont toujours tels que les enfants leur auraient préféré des héros de films, Charles Ingalls par exemple, ou Yoda. Mais aussi, les parents sont tels qu'ils les aiment malgré tout de cet amour constitutif qui précéda leur propre conscience d'eux-mêmes et donc tels qu'ils doivent inconditionnellement les honorer. La famille, c'est toujours l'amour du vieux con et du jeune abruti. Et c'est cela qui la rend si admirable. C'est cela qui en fait l'école de la charité. La charité est l'amour surnaturel du prochain, celui qu'on n'a pas choisi et qui nous est de prime abord antipathique. Or, les premiers prochains que l'on n'a pas choisis et qui nous sont souvent insupportables, ce sont nos proches. Deuxième spécificité. Dans la famille, le lien éducatif se fonde sur une autorité sans compétence. On n'attend pas d'être un bon père ou une bonne mère pour avoir un enfant, sans quoi on attendrait toujours. La paternité vous tombe dessus parce que le désir vous a tourné vers une femme. Je parle pour moi. Quel rapport entre les deux? La biologie y voit une continuité, mais la phénoménologie, disons la lecture de l'expérience vécue, montre une disproportion radicale, sinon une rupture entre le désir érotique et l'accueil d'un enfant. La paternité n'est pas une anticipation, c'est la présence de l'enfant qui vous donne votre paternité, qui vous en investit soudain comme d'un costume trop grand. On peut comprendre, s'il en va ainsi, la réticence des fabricateurs du meilleur des mondes. En quoi celui qui a simplement couché avec une femme serait-il habilité à élever un enfant? En quoi sa libido bestiale lui octroie-t-elle une quelconque compétence éducative? Cette réticence conduit fatalement au règne des incubateurs et des pédagogues et à la mise au rebut des véritables parents. Le père est alors remplacé par l'ex-père et la famille par la firme professionnelle. Mais dans la famille, il ne s'agit pas d'abord de projet d'éducation, mais de réalité de filiation. Ce n'est pas la compétence qui y fonde l'autorité, c'est l'autorité reçue, malgré ses faiblesses, qui se met par la suite en quête d'une certaine compétence sans doute, mais qui possède aussi son efficacité propre, quoique paradoxale. L'autorité sans compétence a une valeur en soi, et même une valeur sans prix. D'une part, le père y montre qu'il n'est pas le père, avec une majuscule, qu'il est lui-même un fils, et donc qu'il doit, avec son fils, se tourner vers une autorité plus haute que la sienne. D'autre part, puisque son autorité ne vient pas d'une compétence, mais d'un don, le père ne peut pas faire de l'enfant sa créature et essayer de le valoriser sur sa propre échelle de valeur. Il doit l'accueillir, il doit accueillir son enfant comme un mystère. Et c'est cela l'autorité la plus profonde qui se distingue de toute compétence fonctionnelle. Elle n'instruit pas l'enfant en vue de telle ou telle qualification particulière, elle lui manifeste le mystère de l'existence comme un don reçu. Enfin, troisième spécificité, en droite ligne de celle qui précède, dans la famille s'exerce une liberté sans maîtrise. Quelque chose, nous l'avons déjà vu, qui n'est pas la liberté d'indépendance ou de pure décision, mais une liberté de consentement à ce qui est donné. Le projet parental est vite brisé
par l'aventure familiale. Car il s'agit bien d'une aventure et non d'une projection. Toutes les tragédies antiques en témoignent, qui mettent toujours en scène des histoires de famille. Mais il y a aussi ce fait ordinaire qui appartient plutôt à la comédie selon Molière, le fils ou la fille n'ont de père et de mère que pour les quitter, fonder une autre famille, épouser un parti qui n'est souvent pas le meilleur aux yeux de leurs parents. La famille est toujours en excès sur elle-même, non seulement par le don de la naissance, mais aussi par les alliances extérieures dont elle procède et vers lesquelles elle va. Il y a votre belle-mère, puis il y a la belle-mère de votre propre fils. Il y a cette extension de proche en proche qui, d'après Aristote, constitue le village, puis la cité. Cette liberté sans maîtrise, qui vous lance dans une aventure et même dans un drame, répond à des liens qui ne sont pas contractuels. On aimerait bien ne vivre que selon des contrats et pouvoir ajuster les rapports selon sa convenance, se dégager dès que ça sent la crise. Or, on peut changer d'associé, mais on ne peut pas changer d'enfant. Et l'on peut devenir copain avec un plus âgé que soi, mais on ne peut, sans fausseté, devenir le copain de son père. Comme la différence sexuelle empêche la fusion, la différence générationnelle interdit le nivellement. Il faut faire avec un ordre causal, une hiérarchie donnée, un patrimoine hérité, ce qui invite la liberté à s'ouvrir aux distinctions du réel et à ne pas sombrer dans l'indifférenciation d'une prétendue toute-puissance. Nous pouvons à présent approcher la famille dans le secret de son essence. Elle n'est pas une chose parmi d'autres, mais foyer. Et non pas foyer clos, mais foyer rayonnant. Un foyer en peinture n'est pas un objet qui apparaît dans une perspective, mais le point à partir duquel s'ouvre la perspective. Un foyer est aussi un feu, à savoir lumière et chaleur, et donc quelque chose qu'on n'éclaire pas avec autre chose, mais qui s'éclaire de lui-même, qui se manifeste de lui-même. Je veux dire par là que la famille, avant d'être un objet de pensée, est ce à partir de quoi nous nous sommes mis à penser. Souvent, on oublie, comme on oublie le sol, comme on ne voit pas ce qui nous tient et nous pousse en avant. À partir de cet oubli et de la fiction individualiste qui en découle, nous avons tendance à dissocier le logique et le généalogique. Nous posons l'homme comme un individu doué de raison et négligeons de le reconnaître comme fils de ses pères. Or, il est l'un avec l'autre. La tradition chrétienne nous le rappelle divinement. Pour elle, le logos est le nom grec de la raison, mais c'est aussi le nom évangélique du Fils. Qu'est-ce donc qu'une famille? On peut l'envisager à partir de ce que nous avons dit. La famille est le socle charnel de l'ouverture à la transcendance. Et je l'entends ici dans un sens non religieux. La différence sexuelle, la différence générationnelle et la différence de ces deux différences nous y apprennent à nous tourner vers l'autre en tant qu'autre. C'est le lieu du don et de la réception incalculable d'une vie qui se déploie avec nous, mais aussi malgré nous, et qui nous jette toujours plus avant dans le mystère d'exister. C'est comme ce premier lieu d'existence que la famille est aussi lieu de résistance. Résistance à l'idéologie, à la bien-pensance, à la programmation. La famille est la communauté originelle, donnée d'abord par nature et non seulement instituée par convention. Elle offre donc toujours, par son ancrage sexuel, un contrepoint à l'artifice et ménage un espace pour ce qu'on peut appeler une vérification. L'homme public peut cultiver son image de façade, montrer son plus beau profil sur les réseaux sociaux, mais quel est son visage dans le privé, devant sa femme et ses enfants? Le grand Hercule qui a vaincu les monstres se trouve minable devant sa femme.
Le jeune génie qui perce sur les étalages a honte d'être vu avec son papa et sa maman, lesquels attestent de son origine commune. La volonté de puissance est toujours contrariée par la proximité familiale. Et c'est pourquoi le totalitarisme, aussi bien que le libéralisme, l'emprise technologique, aussi bien que le fondamentalisme religieux, commence toujours par mettre la famille sous tutelle avant d'essayer de la détruire. C'est contre cela que nous luttons. Merci.